coup, on va passer à un autre univers, Python. Merci beaucoup, Christophe, pour ta participation. Je te laisse la main et bonne présentation. Merci. Alors, donc je m'appelle Christophe Enkele, moi je travaille au CEREMA. Donc, j'espère que tout le monde sait ce qu'est le CEREMA. Donc, c'est un centre d'études d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et l'aménagement. Moi, je travaille au sein d'une équipe de recherche qui s'appelle NSOM et qui donc, a vocation de faire de l'analyse non destructive des structures et des matériaux. Donc, concrètement, on a beaucoup de données sur des différents capteurs, des données qui sont de formes très diverses, et on va chercher à les analyser et à apporter une réponse vis-à-vis de l'état de la structure. Alors, comme on travaille sur du non destructif, notre ADN au départ, c'est de travailler surtout sur de l'image. Donc, on a fait beaucoup de traitements d'images. Et donc, les exemples, et je vais pas mal m'appuyer, ça va être ce traitement d'image. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de Python. Si vous voulez aller voir, il y a un contenu sur Internet qui est énorme sur Python. Il faut voir que c'est un langage de programmation, premier point, qui est interprété. Donc, par rapport à ce qu'il existe en programmation, pas forcément de formation, mais interpréter, ça veut dire que c'est des langages de script. On fait une commande et elles sont enchaînées les unes derrière les autres. Donc, ce qui est complètement différent des langages, on va dire, traditionnels qu'on appelle bas niveau, où il faut gérer sa mémoire, où il faut écrire, et où on traduit finalement le langage en langage machine avant de pouvoir l'exécuter. Là, on fait tout au vol. On tape en fait des commandes les unes derrière les autres qui vont être interprétées par Python. Ça permet de faire aussi de la programmation donc, fonctionnelle ou orientée objet. Alors là, c'est un peu les grands cadres, hein, mais programmation fonctionnelle, c'est qu'on va regrouper ces commandes dans des fonctions, donc dans des petites boîtes spécifiques qu'on va appeler les unes par rapport aux autres. Et donc, on peut faire ça à des petits projets. Et quand on commence à passer vraiment sur des grands projets où on a beaucoup de choses à mettre en place, on va orienter les choses vers du développement objet. Alors, le développement objet est quelque chose, par le coup, d'assez haut niveau et qui peut être assez compliqué, en fait, de but en blanc et pas toujours nécessaire sur tous les projets. Mais ce qui est particulier à Python, c'est que d'habitude, on fait de l'orienté objet avec des codes compilés. Et là, on peut faire de l'orienté objet avec de l'interprété. Donc, c'est quand même très intéressant pour toucher à ce concept de la programmation objet. Alors, grand avantage, Python est multiplateforme, hein, comme R. Donc, on peut développer en Python et le passer facilement quel que soit votre système d'exploitation. Et il existe aussi de nombreux environnements. Alors là, j'en cite deux. Donc, Spider, qui est un environnement assez traditionnel où finalement on tape les lignes de code et on les exécute dans une autre fenêtre. Jupyter, lui, a une interface beaucoup plus conviviale parce que ça repose sur du HTML. Donc, c'est comme une page Internet dans laquelle vous avez des onglets, des petits bouts, où vous avez du code qui s'exécute et on a les résultats directement qui apparaissent. Donc, c'est un outil qui peut être très pédagogique, surtout pour faire des tutoriels, pour expliquer la mise en place de certaines méthodes. Les TP que je donne à la fac en machine learning sont faits sur Jupyter, par exemple, parce que ça permet de donner des exemples et de manipuler directement en ligne les notions. Donc, Python, je l'utilise surtout pour automatiser des tâches. On va avoir, par exemple, je donne un exemple très, très simple, hein, mais on peut par exemple avoir besoin de renommer une image. Donc, tout le monde sait faire ça avec un clic droit et renommer l'image. Quand on commence à avoir un dossier avec 40 000 images, ça va devenir fastidieux et c'est typiquement, on va automatiser le traitement. Donc, l'idée, la philosophie Python, hein, c'est à chaque fois de d'abord faire une liste où on parcourt l'ensemble des objets qu'on veut traiter, en l'occurrence les images, et ensuite on applique sur chacun de ces objets
une commande. Alors ça s'écrit vraiment en 2 lignes, hein, le fait de renommer 40 000 images. C'est très simple une fois qu'on a le langage en main. Et du coup, ça permet en fait de charger, donc, en plus des images, des formats très divers. Et même si vous avez un nouveau format, même s'il est complètement loufoque, il y a plein de méthodes en Python pour toujours réussir à charger ces formats. Nous, ça peut être le cas, ça arrive assez souvent, c'est qu'on va avoir des logiciels de mesure, d'auscultation, hein, par exemple, de structure, et on va avoir un format propriétaire. Alors, ils vont sortir gentiment en ASCII, mais par contre, ça va être, ça peut être du format JSON, ça peut être du fichier de texte à la ligne, enfin, il peut y avoir, ça peut être en forme d'un tableur, un CSV qui est hyper mal foutu. Enfin, il peut y avoir plein de formes, et donc il faut qu'on réussisse à charger ce fichier pour pouvoir le traiter. Et avec Python, on y arrive toujours, il y a énormément de solutions. Une autre utilisation de Python aussi, c'est que on a aussi des codes de calcul qui tournent sur des tâches qu'on sait faire depuis pas mal de temps. Et Python permet en fait de coordonner tous ces exécutables. On peut avoir besoin de charger, faire quelque chose sur une donnée et ensuite utiliser un logiciel déjà existant. Et donc on peut enchaîner tout ça, pareil, très facilement en Python. Python devient un peu le chef d'orchestre en fait de toutes les applications qu'on veut mettre en parallèle pour automatiser et enchaîner les tâches. Et donc, bien naturellement, le fait est que maintenant, on peut faire des calculs massifs lors du traitement de données. Et quand je dis massif, je reprends l'exemple, mais quand on doit manipuler des grands ensembles, par exemple, nous, quand on fait une acquisition sur un tunnel, on parle de milliers d'images à traiter, de temps en temps avec des traitements assez compliqués à faire dessus. Évidemment, sans Python, on ne pourrait pas y arriver. Alors, Python est gratuit, open source, c'est un logiciel, enfin un langage relativement jeune, hein, 91, comparé au C ou au Fortran, c'est beaucoup plus jeune, mais c'est un langage qui est très intuitif. En fait, je ne veux pas dire qu'on écrit quasiment en anglais ce qu'on veut faire, mais la syntaxe est vraiment faite pour être lue, le nombre de mots-clés est relativement restreint, et on arrive. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très utilisé pour les débutants en programmation. Et vu sa popularité, il est partagé par une très grande communauté d'utilisateurs. Et là, ces dernières années, ça a vraiment explosé le nombre d'utilisateurs de Python, surtout pour tous les algorithmes d'apprentissage, de machine learning, y compris aussi de deep learning, dont je vous parlerai tout à l'heure, et donc pour l'utilisation de ce qu'on appelle, de manière un peu galvaudée, l'intelligence artificielle, mais pour le traitement, la prise en compte des données, qui est fondamentale pour ces algorithmes, là, Python est devenu ultra populaire et a vraiment énormément d'adeptes. Et donc la conséquence aussi du fait que beaucoup de gens travaillent avec ce langage, c'est que ça reste open source et du coup on a un nombre de bibliothèques. Souvent pour un problème en Python, vous n'avez pas une mais plusieurs solutions, vu la diversité des bibliothèques. Donc il y a forcément du recoupement, mais c'est très riche, on arrive toujours à trouver une solution. Donc nous on utilise Python déjà pour l'acquisition de nos données quand on va arriver sur un site particulier, parce que ça permet de faire de l'interfaçage entre l'homme et la machine. Donc on va avoir des drivers, par exemple, pour faire des acquisitions, on a une carte graphique, une carte d'acquisition avec un driver, et on va utiliser Python pour faire une interface pour faire l'acquisition sur site. Donc on va lancer l'application et on va pouvoir prendre les... Alors, donc ensuite, une fois qu'on a fait les acquisitions de toutes ces données, j'ai envie de dire que c'est vraiment que le début. Donc on a un amas de données qu'il faut pouvoir traiter. On va l'utiliser pour faire des pré-traitements. Comme l'a dit tout à l'heure Thierry, pré-traitement, ça peut être du filtrage, toutes sortes de
choses pour mettre en forme les données, pour ensuite pouvoir les traiter. Donc ici, dans la mise en forme des données, pour notre cas, on va aussi, on parlait tout à l'heure, mais ça concerne aussi la notation des images quand on va les utiliser dans des algorithmes d'apprentissage. Ensuite vient évidemment tous les algorithmes d'analyse et de traitement. Donc là, c'est la partie lourde de calcul. Donc, ou bien avec des logiciels tiers, ou bien en Python directement codé. On peut avoir les algorithmes directement faits, qui viennent par exemple d'une bibliothèque de traitement. Et après, il y a aussi le rendu. Donc là on va dire que c'est le domaine de la data vise, mais le rendu, ce n'est pas exclusif à Python. Il y a plein d'autres applications qui permettent, une fois que les données sont bien mises en forme et qu'on a les résultats, de faire des choses plus jolies qu'en Python. Après, on peut faire des graphiques, mais on peut faire mieux. Python n'est pas forcément réservé à la data vise. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret là, de tout ce que je viens de raconter. Là, je vous présente en fait une étude qu'on avait faite. Donc, c'est de la photogrammétrie dans un tunnel. Alors, un tunnel canal. Donc, ici, vous avez une barge où on a embarqué tout un système là à l'avant, donc le sous-projecteur, qui est représenté là sur la droite. Donc, vous avez des caméras et des projecteurs. Donc, on a dû apporter notre éclairage dans le tunnel parce que vous ne voyez pas grand-chose. Et on a fait des acquisitions d'images. Donc là, vous avez un exemple d'une image acquise donc de la voûte de ce tunnel. Et là, vous avez le schéma de toutes les images qui peuvent être prises à chaque fois sur la voûte. Donc, pour des raisons techniques, on a dû faire plusieurs passages pour obtenir des images de l'intégralité de la voûte. Donc là, ici, elles sont en différentes couleurs. Donc, on a un premier passage ici en vert, en bleu, violet, et puis en rouge. Donc, ça nécessite 4 passages dans tout le tunnel. Et le but de la photogrammétrie, c'est de partir de ces images et de reconstituer un modèle en 3 dimensions. Donc, la première difficulté ici, donc l'acquisition là a été pilotée, c'est un logiciel qui est le logiciel des caméras. Mais ensuite, on se retrouve avec des dossiers remplis d'images et surtout, elles sont complètement désordonnées. Là, les images sont positionnées sur une même zone par rapport à ce qui a été pris en photo. Mais après l'acquisition, ce n'est pas du tout le cas. Et le but est de partir donc, de l'ensemble de ces images, donc ici, dans les 40 000, pour obtenir ceci, c'est-à-dire un modèle en 3D de l'ensemble du tunnel. Donc ici, on a le modèle en 3D. Donc là, je ne l'ai pas fait bouger, ce n'est pas en 3D. En fait, on peut se balader au sein de ce volume par rapport à toutes les surfaces. Donc la photogrammétrie, c'est le fait de passer de l'ensemble de ces images qui sont dans des plans à 3 dimensions sur un objet relativement complexe. Donc ici, on est dans un tunnel canal, on a schématisé avec de l'eau ici. Donc, les pré-traitements qu'on a fait en Python, c'est déjà, le premier, c'est de filtrer et de produire les images. Alors, les filtrer, le filtre, il est assez évident, c'est que notre éclairage n'est pas diffus, enfin, c'est des projecteurs, et du coup, on a des phénomènes d'assombrissement sur le bord des photos, donc on peut gommer par filtrage. Donc ça, c'est la première opération qu'on a faite. Nos images, on les filtre pour rééquilibrer par rapport à l'éclairage. Et ensuite, on produit aussi les images, parce qu'on a des images qui sont en format complètement brut, et donc on produit des JPEG. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, on peut le faire image par image, mais évidemment, on l'a fait en Python, parce qu'on en a 40 000 à faire. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on a classé les images en fonction de l'avancement dans le tunnel et des différentes sortes de manières de se repérer. Alors, on peut se repérer dans les images, on peut se repérer par rapport à l'avancement du bateau. Donc, on a un système d'odométrie qui permet de nous figer. Mais c'est surtout que ces images, les images, je veux dire, du début de tunnel, n'ont rien à voir avec les images qui sont 10 mètres après. Elles n'ont pas de recouvrement, donc elles ne vont pas les utiliser ensemble dans nos opérations pour faire de la photogrammétrie. Du coup, il faut ordonner les images par zone. Donc, à chaque fois, il faut que les images qui pointent vers la même zone soient ensemble dans le même dossier, parce que sinon, elles n'ont pas de lien entre elles. Ensuite vient la phase d'analyse et de calcul en Python. Donc là, on a utilisé un logiciel tiers qui s'appelle Micmac, un logiciel de l'IGN,
qui est basé en C, mais qu'on peut utiliser par ligne de commande. Et donc ça, on l'a interfacé directement dans Python pour synchroniser toutes les différentes opérations qu'on voulait faire sur nos images. Notamment, la première opération, donc quand on fait de la photogrammétrie, c'est de chercher les points homologues entre images qui pointent sur une même surface. Et donc, d'où l'importance de les avoir ordonnées pour ne pas faire des recherches entre images qui n'ont pas de recouvrement. On a également utilisé Python pour générer des scripts de traitement par zone. Donc, il y a plusieurs d'autres étapes à faire ensuite avant d'arriver au modèle 3D. Et ces scripts-là, comme c'est très lourd à lancer, on les a lancés sur un serveur distant, qui est le mésocentre de la faculté de Strasbourg, sur lequel on a pris un abonnement. Et donc, on envoie nos images et les scripts sont générés par zone et lancés automatiquement sur différents cœurs en parallèle de calcul, ce qui permet de traiter pas de manière linéaire le tunnel, mais on peut lancer par zone de manière parallèle sur un gros centre de calcul. Donc ça, évidemment, ça demande de l'organisation de données en amont, sinon c'est impossible à faire comme ça sur un ordi normal. Le deuxième exemple là, que je voulais vous présenter, c'était le transport de matières dangereuses dans le tunnel de Schirmeck. C'est un projet qu'on a en commun avec la CEA. Ce projet, en fait, il est basé, donc l'acquisition est relativement simple. On a mis des caméras de vidéosurveillance, donc ce n'est pas non plus des caméras dédiées à ce genre de problématiques, mais bon, la caméra était disponible. C'est un premier essai, on va dire, on démontre la faisabilité de la méthode. Donc les caméras sont fixes et se déclenchent au passage de poids lourd. Donc ça, c'est fait à partir du logiciel de la caméra. Pour l'instant, il n'y a pas de Python là-dedans. Il faut voir que l'objectif ici est d'obtenir des statistiques, des passages, des TMD. Donc il y a plusieurs choses qui intéressent la CEA au niveau de ce projet. La première, c'est de savoir déjà, est-ce qu'il y a un TMD qui est passé? Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième, c'est quel est le type de TMD? Donc il y a tout un ensemble de normes qui existent sur les types de plaques qu'on a sur les poids lourds, qui indiquent que si c'est lui ou des TMD et quelle est la dangerosité des produits transport. Alors là, d'un point de vue traitement de l'image, si on veut juste repérer est-ce que oui ou non on a un poids lourd, un TMD, c'est un problème de classification. On va présenter à l'algorithme une image entière, on va la classifier si oui ou non il y a un TMD. La deuxième chose qui intéresse donc la CA, c'est une charge qu'on appelle nous la détection. La détection, c'est le fait de mettre ici des boîtes englobantes roses autour des panonceaux qui annoncent le transport de matières dangereuses. Et la dernière étape, c'est une fois qu'on a extrait de l'image de manière automatique, je parle bien, cette information, c'est de la traduire en texte pour avoir le code pour passer de l'image en faire texte. Donc là, c'est une tâche de reconnaissance de texte OCR assez classique. Alors, ce qu'on a fait en Python là-dedans, c'est que là, les images, c'est de la vidéosurveillance, donc ce sont des films qui se déclenchent. Et donc, il y a pas mal, il y a jusqu'à 20 images secondes, donc ça fait, vraiment, c'est très redondant comme information. Je veux dire, on va voir un film passer, il peut contenir jusqu'à 90 images, et finalement, à partir d'une seule de ces 90 images, on peut déjà, en faisant l'analyse, même manuellement, on peut dire si oui ou non il y a un TMD dedans. Donc, la première étape qu'on a fait en Python, c'est d'extraire un sous-échantillonnage des images des différents films. Ensuite, on a utilisé Python pour faire de l'annotation d'images. Donc, on a utilisé AbelIMG, qui est une interface écrite, là encore une fois, en Python, qui permet de charger les images et de les annoter. Alors, pourquoi cette annotation? C'est parce que l'analyse et les calculs qu'on a fait en Python, on a utilisé des algorithmes d'apprentissage, donc notamment la bibliothèque Keras, toujours sous Python, donc extrêmement populaire et utilisée pour apprendre des réseaux de neurones. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la méthode, mais l'idée est de prendre énormément d'exemples d'images annotés
et on les passe dans un algorithme qui va apprendre. Donc, l'opération que va faire un être humain en prenant l'image et en cliquant, en détourant les plaques de transport de matières dangereuses, on va faire en sorte que ce soit l'ordinateur, on va lui apprendre à le faire automatiquement. Donc pour ça, il faut beaucoup d'exemples. Du coup, c'est pour ça que nos caméras tournent maintenant depuis 6 mois et, dans le tunnel, et on va régulièrement récupérer sur place les images, enfin les films, pour prendre les images, les annoter et faire tourner nos algorithmes d'apprentissage qui, là aussi, prennent beaucoup de temps. Ensuite, on utilise Python aussi pour évaluer les performances obtenues sur ces algorithmes. Forcément, on est sur c'est un phénomène d'apprentissage. Donc, au début, notre base d'apprentissage est de volume assez faible et pas de qualité très élevée. Du coup, on va l'améliorer comme ça au fur et à mesure des acquisitions. C'est un des grands avantages des algorithmes d'apprentissage, c'est que quand on va avoir de nouvelles données, on va les remettre en forme et on va augmenter la qualité des performances. Et enfin, on a fait des petites statistiques. Alors, statistiques, vraiment, une fois qu'on a classé, qu'on a nos résultats de nos algorithmes d'apprentissage, on peut rapidement parcourir journée par journée et dire combien il y a eu de TMD, quelles ont été les plaques qu'on a repérées. Voilà, c'est de la petite statistique assez facile, mais par contre, ça répond à la question de départ. Alors, c'est pas non plus, si je fais la comparaison avec R est vraiment un logiciel de statistique. C'est vraiment c'est l'outil des statisticiens. Là, nous, on fait des statistiques. Le gros du problème est surtout de réussir à traiter automatiquement l'image pour en sortir l'information qui nous concerne. Alors, pour terminer, je dirais que, ça c'était 2 exemples. Python pour la donnée, techniquement, on en a presque partout, de l'acquisition jusqu'au rendu de résultats de nos algorithmes. On le trouve vraiment à tous les niveaux parce qu'on l'utilise énormément. C'est cette citation qui est de Monclu, mais on s'en sort toujours avec Python, c'est que même quand on ne sait pas faire quelque chose à un instant T, on peut prendre l'habitude d'aller chercher sur le net, mais on trouve très rapidement la solution et il y a toujours une communauté qui est disponible pour résoudre. Et ça devient l'outil incontournable du data scientist, qui est quand même un domaine qui est vraiment en pleine expansion actuellement. Et d'ailleurs, même certaines statistiques prévoient que c'est un emploi sur 3 dans 20 ans sera consacré à la data science, mais si ça se trouve, c'est même sous-évalué, ce sera peut-être même plus que ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je me tiens disponible, tout à fait à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Alors, on voit du coup 2 univers complètement différents. Un exemple avec Thierry où on utilise R notamment pour faire de l'analyse de données sur de la statistique publique. Et puis là, on est plus dans des projets d'ingénierie, travaux, bâtiments publics, où on va faire de la capture d'images, automatiser des tâches sur ces images pour les traiter. Alors, je pense que tu as un peu répondu à une question qui est dans le chat où une personne demandait R, Python, qu'est-ce qu'on choisit? Donc, je pense qu'on va voilà, tu as apporté la réponse tout à l'heure. On a une question un peu sur des ressources. Alors, il y a eu beaucoup de demandes de ressources dans le chat pour apprendre R. On a aussi des demandes de ressources sur Python. Est-ce que là, comme ça, tu aurais une ressource qui te vient à l'idée? Peut-être déjà le site Python. Ah oui, de manière assez... Après, j'ai envie de dire, après, on trouve beaucoup de tutoriels pour se mettre à Python au début, pour commencer. Je pense que le meilleur moyen en fait, de s'y mettre, c'est d'avoir un problème concret. Et enfin, c'est comme ça qu'on a, pour les techniciens qui font partie, qui travaillent avec moi ici, ce n'est pas du tout des programmeurs de base, c'est plutôt des gens issus de communautés métiers bien particuliers sur la photométrie routière, sur la métrologie, sur d'autres aspects. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont s'atteler à un projet, ils vont avoir un type de données,
et ils vont progresser. Donc, on progresse un peu avec un système de tutorat sur ces projets-là, c'est-à-dire qu'ils essayent de leur côté, ensuite ils viennent voir moi et mes collègues pour pouvoir avancer, et on avance comme ça petit à petit pour qu'ils... Et ensuite, c'est là où ça marche le mieux, c'est que quand on a rencontré un problème, un truc qu'on ne savait pas faire, comme c'est du script et que c'est écrit et que c'est quand même très intuitif, quand on est de nouveau confronté à au même problème, eh ben, on retourne voir ce qu'on a fait. Donc en fait, on construit petit à petit les... Après, il y a même, pour apprendre le Python maintenant, il y a même à partir du collège, hein, il y a des ensembles des environnements en fait qui marchent avec des petites boîtes où on enchaîne les tâches en fait sans écrire de code. Ça devient aussi très à la mode, c'est pour se mettre plus à la philosophie de la programmation qu'au langage. À la logique, ouais, à la logique. C'est-à-dire que le fait d'automatiser les tâches, bien concevoir qu'on va faire ça sur un ensemble et qu'on va appliquer la même... C'est le concept de boucle, hein, mais il n'est pas forcément inné et on le connaît pas forcément, on l'a pas de manière automatique. Quand on a fait beaucoup de programmation et c'est quelque chose qui est commun à tous les langages, mais voilà, je pense qu'il faut d'abord partir, je pense, de la problématique de qu'est-ce qu'on veut faire concrètement et sur quel est le type de données. Parce que si je reprends l'exemple de transport de matières dangereuses, 80%, voire 90% du travail est sur la mise en forme de la donnée. Donc, il faut quand même avoir une très bonne connaissance et c'est là-dessus qu'on travaille avant de faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle. Ok. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. On va conclure le webinaire, ce qui permettra de répondre à quelques questions aussi que j'ai vues dans le chat.